Ok, ok, très bien. C'est parti. Bon, mais alors, salut Brian. Je suis content de te retrouver là. Il se trouve que on s'est retrouvé là un peu en y allant chacun de notre côté. Tu as sorti ta vidéo dont on va parler, qui va nous servir de support pour ce podcast. Ta vidéo sur les ischémies transitoires de nerfs. Ouais. Et quand tu as posté ta vidéo, j'ai voulu la regarder, je l'ai regardée, et très vite je me suis dit, oulala, c'est dense, il y a plein de trucs. Parfois, j'aurais envie d'appuyer pause, mais de comprendre, et puis c'est pas aussi simple que ça. Enfin, et je me suis dit, il faudrait presque une explication comme une explication de texte. Là, la vidéo, Oui. elle est là, mais il faudrait presque une explication, un mode d'emploi à la vidéo. Il y a probablement, on a besoin d'éléments de contexte pour comprendre ce que Mhm. ça fait là. Et il se trouve que pendant que j'avais fait ce retour-là, toi, tu avais reçu des retours de ton côté qui dit à quand un podcast cookie pourrait comprendre ça, et aussi parce que pour certains, c'est peut-être plus facile d'écouter ça dans leur bagnole que de regarder une vidéo de YouTube ou j'en sais rien. Donc l'idée, c'est parti de là, ce podcast. Ouais. Et donc voilà, moi, ce que j'aimerais bien que tu nous racontes, parce que tu en parles un tout petit peu au début de la vidéo, et c'est d'où est partie l'idée. Qu'est-ce qui t'a pris de dire, allez, je prends du temps et je fais ça parce que c'est important. Alors, je pense qu'il faut déjà revenir sur d'abord l'ischémie transitoire de nerfs. Comment est-ce que ça m'est venu en tête de le formuler, en tout cas dans ce sens, enfin dans ces termes? En fait, déjà, tout simplement en partant de la pratique. En partant de la pratique, je me rendais bien compte qu'il y avait pas mal de patients qui pouvaient avoir des problèmes de nerfs qui étaient modulables, donc des vrais troubles de la sensibilité modulables, troubles de la force modulables, selon certains paramètres pendant les tests. Étant donné que j'ai eu la chance de pouvoir énormément travailler avec des patients avec des problèmes de rachis, ben, je me suis rendu compte que c'était au final plutôt fréquent. Et en poussant et en gagnant en précision sur le bilan neuro, bah, c'est encore plus fréquent que ce que je le pensais, même quand il n'y avait pas forcément de signes neuro dans le sens le patient se plaint de douleurs neuropathiques. Mhm. Donc déjà de là, je me suis dit que c'était un élément important à intégrer dans la formation que je donne, de parler de ce phénomène. Alors, on parle pas que de ça dans la formation, mais en tout cas, c'est Mhm. au moins des phénomènes clés qui permettent de comprendre que bah, il y a peut-être pas mal de patients en errance ou qui sont dans des situations d'échec ou catalogués comme chroniques, qui ont en fait peut-être sûrement des problèmes de nerfs à évaluer. S'ils en ont pas, tant mieux. Voilà. Donc, de là m'est venue l'idée. J'ai fait des premières conférences sur le sujet, par exemple en prenant comme exemple le canal lombaire étroit, où on se rend Mhm. bien compte, d'après les données de la littérature, qu'il y a ce phénomène, enfin, on se rend compte, un balbutiement de preuves, je dirais, parce qu'il n'y a jamais eu la formulation en ces termes de ischémie transitoire de nerfs. Je l'ai jamais vu nulle part. Mhm. Et donc, avec Laurent Fabre, avec qui bon, on échange régulièrement, on travaille un peu, j'ai poussé moi un peu plus ce sujet parce que en tout cas en tant que kiné, j'ai l'impression de voir beaucoup plus de patients avec ce type de problème. Et ça fait quand même plusieurs années qu'on tourne nos formations et je commençais à me dire, bon, ça commence à piocher à gauche à droite sur le travail qu'on fait, sans forcément reciter. Et puis même si les gens veulent pas citer, bah, les sciences, tout simplement, c'est partageable par tout le monde. Mhm. Mais par ego, sûrement, peut-être, je me suis dit, j'ai envie de laisser ma trace et parler de ce sujet, un, qui me tient à cœur, deux, que j'ai poncé depuis pas mal de temps, et trois, aussi, surtout pour éviter que d'autres se l'approprient à tort, je dirais. Quand je dis se l'approprie, c'est déjà ce terme, comme je l'ai dit, Mhm. c'est pas décrit dans la littérature. Donc, en fait, je vois pas Mhm. d'où ça peut venir ce terme si c'est pas dans la Oui, littérature, enfin, comment les gens auraient pu le formuler différemment. Et bah, c'est surtout en partant de là, en fait, hein. C'est oui. Et oui, justement, qu'est-ce qui t'a mis sur la piste? Parce que, donc là, tu parles de ischémie transitoire de nerfs et que tu en as parlé avec Laurent parce que vous êtes les deux personnes qui poncent ce sujet et qui discutaient ensemble. Mhm. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste? J'imagine qu'au départ, il y a des observations cliniques. Est-ce qu'au départ, il y a des observations cliniques qui t'ont dit, ce truc-là, je l'observe, quels sont les mécanismes qui pourraient être responsables de ce que j'observe et où est-ce que c'est passé par ben, dans la littérature, à force de lire, de lire, de lire, j'ai vu des gens qui ont fait des expériences en comprimant des trucs et tout ça, et finalement, donc comment t'as abouti à cette conclusion?
À mon avis, ce truc-là, ce qui se passe, c'est que c'est une ischémie transitoire de nerfs. D'abord de l'expérimentation clinique au cabinet, enfin de l'observation clinique, et même expérimentation à vouloir Ouais. tout simplement aggraver, améliorer des bilans neuro. Ouais. Et tu t'es dit, ça peut pas améliorer, tu peux pas faire du on-off. T'as essayé d'attribuer le on-off que tu observes, peut-être, c'est ça ou Bah, pas? je me dis, c'est bête, enfin tout bête, mais on arrive à tirer sur un nerf ou le relâcher, mettre de la Hmm. contrainte ou pas. Donc je peux te créer de la douleur neuropathique ou pas. Ça, c'est facilement observable chez des gens, par exemple, avec des radiculopathies. Sauf qu'il y en a qui décrivent vraiment également des sensations différentes, et au bilan, on observe des choses totalement différentes. Là, je me pose la question, ouais, mais est-ce que c'est plausible? Est-ce que juste je me raconte des belles histoires, je suis un connard? Ou non, effectivement, il y a quelque chose qui peut sous-tendre que, en ponçant la littérature, bah, je me rends compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Mhm. Dans la littérature, en tout cas, au niveau des physios, rien du tout. Par contre, en continuant d'explorer, pas mal de données, je, je pourrais dire, étaient émergentes en radiologie et en neurochirurgie, mais en fait, il y a d'autres données également sur l'animal qui avaient commencé bien plus tôt. Et quand je reprends le fil de ces données, je me rends compte qu'il y a une branche de la neurologie et de la chirurgie qui en parle depuis bien longtemps, mais pas en Europe. Majoritairement au Japon, au Corée. Japon-Corée, ça c'est sûr. Chine, je pourrais pas dire, mais Japon-Corée, ça c'est sûr. Oui, justement, on va revenir sur cet aspect-là de bah, pourquoi au Japon et tout ça, on va y revenir. Enfin, quoi qu'on peut y aller là, tu peux dire. Parce que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, tu dis, il n'y a pas grand-chose, mais en même temps, on a quand même de la littérature. Est-ce que. Parce que à la fin de ta vidéo, c'est ça. Hein, tu pars des modèles animaux, parce qu'on peut faire des expériences chez les animaux que pour des raisons éthiques, on ne peut pas faire chez les humains. Mhm. Et après, tu dis, mais maintenant, on a de l'imagerie, et ça, on va revenir dans le détail dessus. Ouais, Finalement, à la fin de ta vidéo, on se dit, mais en fait, il y a quand même des données, on a des données sur l'humain, c'est ça. En fait, il y en a, on mais les faut a quand les même, chercher. mais c'est comme si ces gens publiaient et que personne n'appliquait, ou que très très peu de gens, cliniquement, même les rhumatos, même les radiologues, parce que ça s'adresse à eux aussi, que Mhm. finalement, c'est comme si cette littérature, on parle d'errance thérapeutique, on devrait parler de errance, comment on appelle ça? Attends, parce que 2 secondes, je mets en ne pas déranger, mon truc va sonner tout le temps. Allez, on parle d'errance thérapeutique, on devrait parler de errance scientifique, enfin, on parle de littératie, donc Mhm. on devrait parler de errance dans la littérature, comme s'il y avait de la littérature scientifique qui était en errance, c'est-à-dire qu'elle est là et personne ne s'en sert. Ouais, Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que parce que il y a des données sur l'humain et tout ça, et finalement, cliniquement, moi j'ai jamais vu des rhumatos qui faisaient mais parce que la littérature, elle n'est pas ça. faite par des cliniciens, elle est faite par des Hmm. chercheurs ou des chirurgiens, et leur solution, c'est bon, bah, j'opère et le problème, il est réglé. C'est comme, par Hmm. exemple, les données sur le syndrome du canal carpien. Il y en a pas beaucoup, mais elles sont excellentes, toutes celles qui montrent que, au final, un traitement conservateur par un physiothérapeute montre d'excellents résultats comparativement à la chirurgie. Est-ce que pour autant, alors, les recommandations HAS ont changé? Non. Si tu demandes à un chirurgien, il va dire, me prends pas la tête, juste j'ouvre et le problème il est réglé. Donc, je, je peux comprendre que il n'y ait pas eu forcément de comment dire, de transmission C'est ça. assez importante de ces données. Bah, du coup, je me dis, bah, j'essaie de mettre ma pierre à l'édifice plutôt que râler et me dire, ah, ça n'a pas été fait. Hmm. Je fais et on voit ce que ça donne. Et justement, parce que ça soulève un truc que moi je vois souvent sur les réseaux, c'est que du coup, vous vous retrouvez, parce que je dis vous, Mm. maintenant, bah, sous votre impulsion, à Laurent, à toi et d'autres, vous retrouvez quand même maintenant beaucoup de physio, un peu d'ostéo et tout ça, à faire des bilans neuro assez poussés et qui veulent dire quelque chose. Mhm. Et du coup, vous mettez en évidence des trucs, sauf que ce progrès-là, il n'arrive pas par des médecins, il arrive par des physios qui sont censés, dans la hiérarchie médicale, c'est moche, hein, c'est pas quelque chose que je Ouais, soutiens, hein, être laisse-moi dire. des Hein. exécutants. Pour moi un gars très très diplômé peut être très très con, un gars de la rue peut avoir des super idées, ça n'a rien à voir. On n'est pas. Mais donc votre truc, le problème, est-ce qu'il n'y a pas un obstacle? Est-ce que toi tu rencontres pas un obstacle? Du coup, ce renouveau, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'original qui va vraiment être utile pour la communauté, c'est-à-dire qu'il y a des gens en errance thérapeutique parce que, justement, on ne fait pas ces gaffes-là, mais ont aucune profession de santé, et que ce progrès-là vienne par des physios. Est-ce que tu as trouvé un écho, une réception qui parfois n'était pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, parce que ça vient des kinés?
Oui, et je pense qu'on peut mettre le mot sûrement d'injustice ou de Ouais. non-respect. Je Mm. peux l'illustrer par un cas très simple. Une personne que j'ai formée en euro qui voulait faire un doctorat, qui s'est vue refuser, et la personne disait, ah bah non, de toute façon je comprends pas, ton truc ça existe pas. Alors que normalement quand tu présentes justement à un maître de thèse ton projet, tu le développes avec la littérature scientifique, chose qu'il a faite, et pourtant on l'a pas écouté. Et je te dirais que, donc ça c'est la première expérience, hein. Et en plus il a aussi eu le retour de, alors des financements ont été débloqués par une université, mais on lui a dit, Oui. ah bah non, vous êtes pas médecin en fait, mais c'est pour une thèse en neurologie. Je dis, non, je suis physio. Ah bah non alors. Ouais. Premier C'est élément. ça. Deuxième élément, je pense que tu connais l'histoire avec Anina Schmidt, où au final on lui avait proposé avec Laurent en 2021, 2020, en tout cas Mhm. de collaborer sur un article justement pour parler de ce phénomène. Nous on l'observait et il y avait des données de la littérature qui poussaient en ce sens, parce que par elle qui ne c'était pas formulé en ce sens. Pareil, refus de incompréhension sur le sujet. En mode, bah non, c'est pas un phénomène qui existe. Si il existe, il faudrait d'abord une étude de validité, de fiabilité. Et oui, il se passe 50 ans et en fait, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force. Alors qu'il y a déjà des choses qui existent. Oui. Et Bien, ça. je veux bien préciser ça. Donc, Mm. est-ce que on aurait entendu différemment si j'avais eu un autre statut social, si j'avais été docteur? Je me dis peut-être, et encore, je suis pas sûr. Mais par contre, est-ce que là, le fait d'être physio, allez, vas-y, avec tes bilans neuro, c'est ça, va masser, va faire des exercices. Mm, Je mm. pense que c'est aussi quelque chose enfin, une réalité. Et est-ce que je peux en vouloir aux médecins ou aux autres? Non. Parce que Mm. si autour d'eux, il y a que des physios qui vont pas forcément pousser à la réflexion et autres, et surtout que les médecins sont peu formés en musculo-squelettique, bref, ça répond à une Mm, mm. réalité et je Oui. pourrais ou choisir de râler dans mon coin ou choisir d'essayer de créer quelque chose, même en faisant du bruit, même en étant insolent, même bah au Oui. final les gens ont à leur oreille ces différentes données. Donc pour moi mission réussie en tout cas sur ces choses-là. Très bien, ça me permet de poser de contexte, et c'est vrai Ouais. que, et après, t'es pas responsable, on n'est pas responsable du système tel qu'il se présente, avec les positions sociales de chacun et les valeurs qui vont avec. Voilà, c'est vrai que demain, voilà, t'as le grand professeur machin qui va dire n'importe quoi, mais il est entendu beaucoup parce que c'est le grand professeur machin, et t'as un inconnu au fond de la salle qui peut dire des trucs intéressants, voilà. Bref, et ça, on n'est pas responsable de ça. Si on en a, ça c'était par rapport au contexte. Et l'autre chose, parce que tu as soulevé là et que moi je trouvais intéressant dont on avait parlé, c'est aussi, et moi ça me tient à cœur, c'est ce décalage entre la recherche et le terrain. Et c'est plus qu'un décalage, parfois c'est une incompréhension. Et comme toutes les incompréhensions, quand tu les vis de l'intérieur, tu les vis comme une injustice. Moi, quand je les vis de l'extérieur, ça me fait de la peine. Je vois les chercheurs, j'en connais, et je vois et j'entends leur raisonnement, je vois leurs intentions qui sont tout à fait louables. Je vois des cliniciens euh, et ça me fait de la peine quand je vois que finalement ils s'entendent pas. Ce que tu as dit tout à l'heure avec Anina Schmidt, dont les travaux, ils ont vraiment la valeur qu'ils ont, elle a une position et tout ça, et que toi, dans ta clinique de tous les jours, tu dis putain, j'observe ça. Moi, j'ai pas le matos, j'ai pas le truc, j'ai pas l'aura, je peux pas aller frapper à la porte pour avoir de l'argent pour faire la recherche. Je vais m'associer avec quelqu'un qui peut le faire. Et à ce moment-là, toi, tu arrives et cette personne te dit, elle ne comprend, ne saisit pas l'importance du truc. Et moi, je trouve pour avoir été clinicien dans la même position que toi, dire putain, on observe des trucs. Et t'en parles à des chercheurs et ça peut être très très frustrant de ce décalage. Alors, ou bien il dit ouais, bof, c'est pas sûr, faudrait voir, ou alors ouais, ce serait intéressant, mais avant, ce que tu dis, c'est que finalement, pour faire une recherche bien faite, il faudrait commencer par valider un truc, Hmm. voir si c'est bien ça le problème, comment étudier le problème, machin. Et donc, en fait, c'est ton arrière-petit-fils qui va finalement faire la recherche clinique, tu vois. Et ça, c'est frustrant. J'ai pas de solution à ça. Je sais pas si toi, quel Bah, regard tu portes là-dessus. la solution, c'est je fais pas de recherche, Mm. j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, en tout cas, d'avoir un doctorat pour passer à faire 5 études publiées et blablabla pour terminer avec un semi-burnout, pour en plus vivre moins bien qu'un master 1. Ça, il y a des données claires dessus. Donc, je me dis,
ce que je crois observer, je vais prendre le max de données de la littérature qui semble être en lien avec le sujet, et puis on va en discuter sur place publique. Comme ça, on va voir si ça semble être cohérent pour les gens ou absolument pas. Et au final, la Et je- vidéo, je trouve que Oui, ça répond en partie vachement bien à cette problématique de, bah, est-ce que oui ou non, un nerf peut s'étouffer et montrer une réversibilité dans la neuropathie ou pas. Et c'est ça. j'espère, je me trompe peut-être, hein, Oui. mais je pense que la vidéo y répond et c'est pas de mon ressort. Moi, on va dire, je suis juste un passeur d'informations, mais c'est déjà en final des chercheurs qui ont déjà répondu. Mais comme on l'a dit, s'ils sont sur un îlot de recherche et si ils sont plutôt isolés par rapport aux autres domaines, bon, bah, c'est comme ça. Mhm. Oui, et justement, comme ça, on va aller dans le vif du sujet, maintenant qu'on a fait le tour du contexte. Parce que si on revient sur ta vidéo, dans les premiers trucs, tu donnes pas mal de chiffres. Globalement, je voulais faire un petit rappel par rapport, parce qu'on mesure toujours les pressions artérielles en colonne de mercure, quoi. Hein. Donc on dit t'es à 8-12, en fait c'est 80 mm de mercure pour la diastolique, 120 mm de mercure pour la systolique. Pour que ça se traduise de manière concrète, l'idée c'était de traduire ça en grammes par centimètre carré, parce que des grammes, on voit ce que c'est. Les centimètres carrés, voilà, c'est comme la pulpe d'un doigt, grosso modo. Donc, si on veut faire court, il y a des essais sur les cochons et sur les lapins. À chaque fois, le but c'est comprimer les nerfs de telle manière à stopper le flux artériel. Donc, ça peut être dans les artérioles ou dans les capillaires. Ouais, mais le flux artériel, ouais, des nerfs. Voilà, le flux Vas à la artériel des roue. nerfs. Voilà, et donc, les valeurs que tu donnes dans ta vidéo, en fait, à chaque fois, si on regarde bien, qu'on recoupe avec d'autres données, quelles sont les pressions normales, diastoliques, systoliques chez le cochon, chez le lapin, globalement, Mhm. il faut comprimer d'une valeur de l'ordre de grandeur de la pression entre la pression diastolique et systolique, donc la pression artérielle, quoi. Donc, ce qui est très logique, en fait. Pour Mhm. comprimer des artères, il faut ces pressions-là. Sauf pour les capillaires où apparemment des pressions inférieures donc les pressions que j'ai données qui sont de l'ordre de grandeur des systoliques diastoliques, c'est dans les artérioles. Et dans les capillaires, des pressions moindres suffisent à stopper le flux sanguin, Mhm. apparemment. Donc Le ça, flux c'est un sanguin truc. dans le nerf. Comme ça, les gens Dans le peuvent, nerf. ouais. C'est ça, dans le nerf. Sachant que et là, c'est ça que je trouvais ça magique un peu et que j'avais pensé moi-même à une époque et j'ai repensé parce que c'est pas très clair et je sais pas si ça peut clarifier et s'il y a des auditeurs qui ont de la littérature claire par rapport à ça. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a donc on a une altération du flux artériel, donc on nourrit moins le nerf et tout ça, et qu'il s'ensuit. En fait, on comprime aussi les veines, même si on s'y intéresse moins là tout de suite. Ce qui est étonnant, c'est que là, on a une action mécanique qui va avoir pour conséquence, et c'est là le mécanisme pour moi, dans ce que j'ai lu n'était pas tout à fait clair, mais bon, peu importe, on a pour conséquence une modification de la perméabilité des vaisseaux. Et donc on se retrouve avec des vaisseaux intraneuraux. C'est-à-dire qu'au début, on a une compression mécanique qui va se traduire par une modification de la manière dont les cellules épithéliales qui assurent la barrière comme la barrière hémato-encéphalique, la barrière, je sais pas comment elle s'appelle, hémato-nerf, entre Moi, sans nerf. j'ai Ouais. toujours vu BBB, donc j'avoue, je saurais pas te dire. Ok, on va dire la barrière, l'équivalent de la barrière hémato-encéphalique qu'on retrouve au niveau périphérique. Donc en fait, je reviens sur le truc pour que ce soit clair. En fait, on a une compression mécanique. Cette compression mécanique va à un moment faire en sorte que eh ben, les cellules épithéliales des tout petits vaisseaux sanguins, ben, leur perméabilité va changer et ils vont laisser passer Des des protéines. plus grosses, voilà, des grosses molécules qui normalement ne devraient jamais passer. Donc finalement, on a vraiment une modification, ça qui est constaté de la, je vais dire, perméabilité. Voilà, la perméabilité, c'est-à-dire qu'on a une modification de la tunique de ces petits vaisseaux. Moi, je trouvais ça dingue. Je vais m'arrêter là-dessus. Et donc, en fait, ce qui se trouve que, vu qu'il y a toutes ces protéines qui passent là-dedans, il y a de l'eau aussi. Donc, on a un œdème intraneural. Œdème intraneural dans un espace confiné, fermé par de l'endonèvre et tout ça, donc du fascia. Eh bien, ça augmente la pression dans le nerf. Si on augmente la pression dans le nerf, bah, ça comprime quoi? Les vaisseaux. Et donc, on a un truc qu'on pourrait appeler une compression secondaire, qui est la compression Oui. causée par le nerf, qui est causée par l'augmentation de la perméabilité, qui est causée par... Et donc, tout ça fait qu'on a un gros schmilblick pour qu'on comprenne le truc.
Et donc, à l'arrivée aussi, parce que là, après, ça va arriver sur la fin, sur le traitement, c'est aussi que une fois qu'on a un petit œdème intraneural, même si maintenant, on va donner des conseils pour faire glisser, pour drainer et tout ça, mais en fait, le nerf n'est pas, il est vascularisé, mais il n'y a pas de réseau lymphatique qui facilite le drainage de tout ça. Donc, forcément, c'est un peu long. Et d'où après, tu vas expliquer justement les symptômes. Donc ça, c'était pour clarifier un peu les mécanismes, parce que c'est ça qu'observe, si on en revient au cochon et au lapin. Est-ce que tu peux nous redire, toi, ce que tu as trouvé intéressant dans ces études, compte tenu de tout ça? Alors d'abord, dans l'ordre dont je voulais le présenter, c'était voir que on le voit chez les êtres vivants, le fait que quand tu comprimes un nerf, sa vascularisation peut changer. Et surtout, il y a des conséquences, ça qui peuvent être importantes en clinique, c'est le fait que selon si tu mets une pression maintenue ou si tu mets une pression répétée par cycle, tu vas avoir plus ou moins d'œdème selon la situation. En gros, tu auras un peu plus d'œdème si tu fais Compression statique. des, Ah non, répétez. des compressions répétées, alors que pour la compression statique, tu as moins de chances d'avoir de l'œdème. Et le truc, c'est que tu as Ok. après, derrière, à la fois une perte à l'EMG, quand c'est mesuré chez le lapin, et une altération sur le plus long terme du flux du vasa nervorum, donc le flux vasculaire du nerf. Donc du coup, si je récap, on se rend compte que oui, comprimer des nerfs, ça joue sur la vascularisation du nerf, mais la vascularisation du nerf joue sur la fonction du nerf, et que de la manière dont on arrive à le comprimer ou pas, il y a derrière de l'œdème qui peut se créer ou pas. Ça va dépendre du niveau de force que l'on met et du nombre de répétitions que l'on met. Autre précision, pour qu'on soit bien d'accord, et parce que moi, je joue le rôle de l'apprenant avec vous, avec Laurent, avec toi et tout ça, et que peut-être d'autres vont se reconnaître, j'ai confondu pendant longtemps la douleur avec la fonction. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans de tes trucs, qui vont trouver ça stupide ce que je dis, effectivement, mais je reconnais, j'ai pas peur d'avoir été con, enfin de pas connaître. C'est pendant longtemps, je me dis, mais attends, j'ai confondu. Oh, c'est-à-dire qu'on peut très bien. L'idée, c'est vraiment de distinguer ça. C'est pas parce qu'on n'a pas mal. On peut très bien ne pas avoir mal et avoir une fonction de nerf non optimale. Oui. Et on peut très bien avoir mal et une fonction de nerf pas optimale. Et on peut très bien ne pas avoir mal et le nerf fonctionne très bien. Ok. Et avoir mal et le nerf ne fonctionne pas bien du tout. Je sais pas si je suis clair. Donc en fait, distinguer, c'est parce que toi, du coup, quand on discutait parfois, et ça m'arrivait aussi avec Laurent, moi, mon obstacle, mais il était de mon côté, je me dis, oui, mais là, comment ça se fait qu'avec tout ce qui se passe là, on n'a pas aussi de la douleur? Mais en fait, ça n'a rien à voir, Voilà, l'histoire. le truc, c'est que ouais. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, les gens que je forme, je les incite dans un premier temps à peut-être juste faire le bilan en neuro malgré l'absence de douleur de nerfs, parce qu'on se rend Hmm. compte que il y a certains patients qui peuvent avoir des problèmes de fonction de nerfs sans avoir des problèmes de douleur, parce que ce sont presque deux mondes différents. Hmm. Alors oui, tout le monde aura en tête sûrement le patient qui a un lumbago avec la douleur qui descend dans la jambe et ça décrit bien le trajet et bien toute la douleur neuropathique et quand il tire dessus. Oui, mais en fait, il y a aussi plein de patients qui ont que des pertes de fonction sans forcément douleur. Tu peux avoir des atteintes du nerf optique et devenir aveugle, t'as pas forcément mal à l'œil. Hein. Non, Donc tout à fait. ça, là, c'est un exemple de perte de fonction sans forcément douleur. Tu peux avoir totalement l'inverse, un nerf ultra sensible, mais pourtant, t'as toute la force, t'as toute la sensibilité. Oui, Et ça, ce qui est assez fréquent, ouais, ah, heureusement. c'est assez fréquent, mais encore faut-il faire le bilan neuro, je dirais, de manière assez fine pour s'en rendre compte. Parce Oui, que et ça c'est aussi. peut-être fréquent parce qu'on sous-diagnostique les autres qui sont en fait des problèmes de fonction sans douleur. Et vu qu'il n'y a pas de douleur, on ne va pas les chercher. Donc ils Exactement. sont Donc probablement déjà, sous-représentés. moi, et ça, c'est pas forcément que en musculo-squelettique pour les problèmes de nerfs, mais même dans les sciences du sport ou en épidémiologie tout simplement, je me dis que c'est délicat de donner par exemple des prévalences et des incidences de certaines pathologies ou de certains troubles quand on les identifie mal. Ou quand en fait c'est un faux label qui est un label un peu poubelle ou autre. Donc là après, bien sûr on déborde du neuro, mais je pense que c'est des éléments qui peuvent faire réfléchir également sur comment mieux comprendre un problème, comment mieux le réfléchir, plus prendre des pincettes aussi. Oui.
Voilà. Oui, de pas prendre les chiffres qu'on trouve dans la littérature forcément pour argent comptant. Et on a le même problème. Moi, j'avais un peu discuté avec Roger Kerry et Steve Vogel, même si de ce point de vue-là, alors que c'est vraiment des personnes que j'apprécie énormément, mais de ce point de vue-là, j'étais resté sur ma faim parce que je trouve un décalage entre ce que nous dit la littérature au niveau des accidents, Des accidents des transports vasculaires, voilà. Et c'est pas normal que la littérature me dise que c'est rare à ce point-là et que j'ai pu en croiser autant. C'est-à-dire, alors, c'est pas normal que dans mon coin de campagne profond, Mhm. je discute avec une anesthésiste d'un petit hôpital d'une ville de 10 000 habitants qui elle-même en a vu je sais pas combien des accidents post-manipulatifs. Et alors souvent d'ailleurs, dans certains cas, c'était des accidents pré-manipulatifs, c'est-à-dire que la personne qui commence à avoir des Des galères, symptômes, ouais. eh ben, il a des symptômes ou de cervicalgie ou de céphalée qui vont le faire consulter un professionnel. Et donc, bref, on va croire que c'est la manip. Mais donc, pour revenir aux chiffres, ça pour moi c'est problématique. Dans certains cas, on va dire non, mais les chiffres disent que, mais je suis désolé, si les chiffres sont mal recueillis, Oui. ils ne veulent rien dire. Et donc là, dans ton cas, on a ça aussi avec les nerfs, notamment quand il n'y a pas de douleur. C'est-à-dire c'est plus facile de passer à côté. Ça me fait penser, parce que du coup, par exemple, moi, quand je travaillais en cabinet, bah, pour moi, l'objectif, c'était soulager le patient, donc plus de douleur. Mais est-ce que toi, tu as des cas où tu dis, j'avais un patient qui avait et perte de fonction et grosse douleur, Mhm. et il a bien récupéré sa douleur est passée, donc c'est-à-dire tout ce qui provoquait bah, cette nociception autour du nerf, c'est bien passé, et néanmoins, il n'a pas récupéré la fonction. Oui. T'as des cas comme ça? Ah, oui. Où la Et, fonction prend beaucoup plus de temps à récupérer, mais du coup, on se dit avec le patient que on n'est pas à la fin du soin. On doit continuer d'optimiser tout ce qu'on a à prendre. C'est par exemple des patients ratés sur table d'opération qui peuvent avoir, oui, radiculalgie et perte de fonction. Sauf que si tu veux vraiment travailler à reprendre cette fonction nerveuse, il faut des mois et il faut pas lâcher l'affaire. Donc, oui, hum, dans certains cas, on va prendre la fonction comme critère principal. Et même souvent, je te dirais que ce serait toujours mon critère principal parce que c'est l'élément qui me fera me dire quelle est l'évolution. Parce que si la fonction de mon patient dégrade malgré qu'il n'ait pas de douleur, bah en fait, c'est censé être un red flag. Déjà, hum. un bilan en euros qui dégrade malgré les meilleurs soins, c'est censé être un élément qui doit nous faire réfléchir à rediriger le patient ou pas. Mm. Et moi, je me mets toujours à la place du praticien lambda, et c'est là que je me dis vraiment, pour moi, ça a été vraiment un travail de me défocaliser de la douleur, parce que c'est ce sur quoi le patient va le plus. C'est ce qui, apparemment, le gêne le plus, mis à part quand il se lève le matin et dit ma jambe se dérobe, je ne peux plus me porter. Bon, ça, c'est. Mais dans la plupart des cas, et donc, vu que c'est la douleur, c'est ce qui est le plus impressionnant, machin, c'est ce que nous, on aurait tendance, le praticien de base, à vouloir euh, adresser, s'occuper de ça. Et finalement, c'est ça quand on voit, quand on fait vos formations à Laurent Atois, ce qu'on voit, c'est que justement, en fait, ok, c'est important de gérer la douleur, ça c'est dans tous les cas. C'est vraiment même l'OMS qui dit ça, maintenant c'est hyper important. Mais sur les nerfs, et ça rejoint après ton bilan neuro, c'est que justement, le truc, vraiment l'indicateur qui va te dire, tiens, là on est sur la bonne piste, on n'est pas sur la bonne piste, là c'est bon, là c'est pas bon et tout ça, c'est pas tellement la douleur, c'est bien autre chose, c'est la fonction. Oui. Et c'est ça que, pour revenir à ta vidéo, c'est ça que la chose à laquelle tu t'es intéressé quand tu es parti de tes études sur le lapin et les trucs, c'était bien que on observait une altération de la fonction La qui était, vascularisation et après ouais, de la fonction, ouais. et qui était transitoire. Et donc, toi, c'est là où tu dis, bah, cette altération transitoire de fonction que je peux mettre en évidence avec un examen neuro bien fait, eh ben, je peux l'attribuer par élimination que à de l'ischémie transitoire, pour revenir à ta terminologie. Ouais, bah ça c'est C'est ce juste que ça. je m'étais dit et justement continuer de chercher dans la littérature pour voir qu'au final il y a plein de données qui confirment ce que je pensais. Au final, c'est même pas ce que je pensais parce que je dirais que ce serait prétentieux que j'ai créé ça. En fait, ça devenait évident quand on lisait assez fort, assez longtemps la littérature que ce phénomène, en fait, c'est un phénomène de la vie de tous les jours et qu'il faut peut-être l'écouter. Ça, après, c'est mon cerveau de clinicien qui me dit qu'il faut peut-être l'écouter. Parce que les données de la Mmh, science, c'est pas prescriptif, c'est mmh, juste, voilà ce qu'on observe. Et dans ce qu'on mmh, observe, on observe que
Oui, bah, là, par exemple, quand on reprend l'étude chez l'humain, juste après de Takamori et collaborateurs, Mhm. encore des gens d'Asie de l'Est, Oui. bah oui, ils observent que la vascularisation du nerf et le bilan neuro ont une corrélation plus, et que lorsqu'ils lèvent la compression qui améliore la vascularisation du nerf, le bilan neuro redevient tout à fait normal. Donc, Et oui, ça c'est pas rien comme donnée, même elle si est incroyable, cette donnée. cette corrélation, ça veut dire que parce qu'en clinique, tu peux pas mesurer le flux sanguin. Non. Donc en clinique, qu'est-ce que tu mesures? Ben, la fonction avec eh ben Les conséquences, ouais, on mesure. voilà. Et donc si tu te dis si la fonction elle est bien à l'image de la vascu, eh ben c'est un élément fiable pour après savoir où on en est au niveau de la perfusion, de l'alimentation et tout ça Exactement. de ces cellules nerveuses. Donc ça, je trouve ça énorme déjà. Parce qu'on parfois on mesure pas la portée de ce que ça paraît simple, mais oui, ça a une portée énorme. Et pourtant, Et je dirais que c'est pas une étude interventionnelle dans le sens où on mesure, euh, on mesure les bienfaits d'une intervention. Là, c'était pas le but de cette étude. Et souvent, on va se focus sur un ECR bien mené, groupe A versus groupe B. Ok, cool. Je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup plus de plaisir et j'ai plus avancé dans ma pratique en me basant sur énormément d'études observationnelles également, parce que ça me permettait d'élaborer une certaine réflexion, de rechercher différemment, de réfléchir différemment les problèmes, que juste se dire exercice A versus exercice B, qu'est-ce qu'on hum, trouve? Oh, c'est à peu près la même chose. Ouais, mais hum. maintenant, prenons une autre étude qui regarde dans les détails. Comment réaliser l'exercice A, à quelle dose, pour quel sous-groupe de population? Ça, je trouve que c'est des éléments de réflexion qui sont vachement plus intéressants que juste comparer des traitements et l'impact et l'effet de ces traitements sur une population donnée. Ça me fait penser à une observation que j'ai fait en te suivant sur les réseaux. Et c'est que finalement, alors parce que la grande difficulté, un Graal en médecine physique, mais en médecine tout court, hein, c'est d'avoir quelque chose de très personnalisé. C'est le sous-groupage, le Le phénotypage. phénotypage. Voilà, phénotypage, c'est un Graal. Alors il y en a qui vont dire oui, on n'arrive pas à bien phénotyper, et ceci et cela, parce que c'est difficile à mettre en œuvre. Il n'y a pas deux patients identiques, ma Mhm. grand-mère est ta grand-mère, bah, bref. Et je trouve que ce qui ressort des gens qui font vos formations, à toi Laurent et Anaïs, parce qu'il faut citer Anaïs Ouais. aussi, je trouve que c'est important, et les autres aussi, et c'est que vu que, en fait, souvent, et tu postes les stories, tu dis, tiens, j'ai vu Madame Machin, ça faisait 3 mois que je galérais, je suis venu faire ta formation, je la vois lundi, putain, je lui ai fait faire ça, 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 et tac, déjà, elle a progressé de dingue en une séance. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, de l'extérieur, j'observe ça. En fait, on pourrait dire, non, mais ça, c'est des résultats magiques. C'est ce que nous, on nous a longtemps reproché en ostéo. Hein. Je dis pas, je veux pas aborder cette question-là, mais c'est en ostéo, quand on avait des résultats comme ça, parfois c'était par hasard, mais on dit c'était magique. Aujourd'hui, on voit des physios, des kinés qui disent attends, mais en fait, et moi, ce que je trouve, il n'y a rien de magique. Et même en ostéo, je disais, mais Ouais. les gars, quand il y a des résultats magiques que les patients disent, je suis allé voir mon ostéo, j'ai plus jamais eu ça, c'est juste que, eh ben, on a bien identifié le problème et on a apporté une solution adaptée. Ça devrait pas être surprenant. Normalement, ça devrait être le but de tout, mais c'est qu'on a tellement l'habitude de pas le faire et de faire que tu dis, des traitements A, des traitements B. Et moi, ce que je trouve dans ton truc, ce qui est intéressant, dans ce que vous proposez, c'est finalement, grâce à votre... Le regard que je porterai de l'extérieur, c'est grâce à votre examen neuro bien fait, vous arrivez à bien identifier les plus probables causes. Et donc, tu dis, donc, si c'est ça le problème, ben, il y a des fortes chances que ce soit ça la solution, on essaye. Et là, tu dis, putain, j'ai un résultat de ouf. Mais en fait, enfin, je sais plus où je voulais. Enfin, si. En fait, ce que je trouve dingue, c'est qu'en fait, c'est pas le traitement qui est ouf, c'est toute la démarche C'est ça. Mm. de réflexion clinique. Ouais, c'est que le traitement, bah, c'est comme ce que j'aime bien dire, c'est que les kinés ils adorent les exercices, donc autant te dire que les influenceurs kinés qui font plein d'exercices seront bien suivis. Et c'est cool et je le comprends. Quand j'étais jeune étudiant, je vais pas te cacher que l'IFMK, c'est galère, c'est un calvaire. On t'apprend même pas à savoir gérer un patient. Tu sais, mais toi, tu te dis, putain, faut faire des exercices. Ok, cool, mais je sais pas quoi, je sais pas comment. Ouais. Donc, tu penses que c'est ça. Sauf que ce qu'on essaye, enfin, je pense, je parle pour moi, je vais pas parler pour Laurent, de proposer, c'est, ok, cool, les exercices. Avant, réfléchis le pourquoi, comment,
t'as qui en face de toi, ce qui est extrêmement important, c'est quoi le contexte. Et c'est pour ça qu'on propose en formation notre algorithme décisionnel, bon, qui commence déjà à être un peu pompé partout. C'est la règle du jeu. Mhm. Mais au moins comme ça, les gens savent que non, non, ça va bien durer une réflexion commune de si tu observes ça, ça vaut plus le coup que ce soit ce sous-groupe. La littérature pousse vers ça, let's go. Ça, ce sous-groupe, la littérature pousse vers ça, let's go. Et voilà, de catégoriser les Mhm. différents problèmes de nerfs et différentes solutions possibles et probables. Et ça, je trouve que c'est ce que tout le monde dit. Et pareil avec Miguel, c'est que les gens disent en fait, j'y vois plus clair. Et moi, pareil, quand j'avais fait la Mm. formation de Laurent, après, en clinique, je savais pourquoi je testais. Alors, je trouve que si on voulait être idéaliste, dans 20 ans, Ouais. ce serait presque bien que cette formation soit obsolète, tellement les gars, ils ont appris ça à l'école. Alors, c'est Et, c'est marrant que tu dis et ça parce que ça, ce serait l'idéal. bah, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, c'est vraiment ce que je me dis. J'espère que dans 10 ans, il y aura des petits qui me pousseront dehors parce que c'est bon, c'est acquis. Oui, Bah, en fait, là, j'ai envie de te dire, c'est ou tant mieux, mais après, je termine au chômage, mais en vrai, tant mieux, Mm. ou non, et là, c'est triste. Oui. Parce que ça avance toujours pas, quoi. Oui. Après, par rapport au chômage, c'est-à-dire que d'ici là, il y a peut-être d'autres choses qui, même si ça, Non, moi, je par la serai, fois, je serai plombier ou quoi, t'inquiète. Oui, puis il y a toujours d'autres choses à explorer. Pour revenir sur ta vidéo, mais je trouvais ça important d'aborder ça. Pour revenir à Yes. ta vidéo, il y a un truc qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup d'études sur ces questions-là, la compression, la vascule, la conduction sur un nerf périphérique et aussi les myélopathies, Oui. chez les populations asiatiques et notamment chez les Japonais. Et moi, ça m'a questionné ça. Est-ce que toi, tu as une idée de pourquoi on retrouve cette littérature-là Ouais. chez les Japonais? Alors, majoritairement chez les Japonais, donc, comme je l'ai dit, il y a aussi un questionnaire qui a été développé pour les myélopathies, Ah bah le oui. JOA-M-MEC, le Japanese Orthopedic Association Questionnaire. Donc, historiquement, c'est en tout cas la manière dont je le comprends. J'ai l'impression, au vu de mes lectures, mais j'ai pas fait d'études anthropologiques sur le sujet ou autre, que ils ont une plus haute prévalence de ces troubles. Et il y a la myélopathie de Hirayama qui est très très fréquente, enfin plutôt fréquente, chez les jeunes japonais autour de la vingtaine, les jeunes mecs. Donc ça amène en général à des myélopathies qui sont dynamiques. Donc on se rend compte qu'en flexion, en extension, on voit pas du tout la même chose. Ça, en fait, ça joue sur une ossification ligamentaire au sein de la moelle. Et sauf que j'ai l'impression, au vu de mes lectures, que surtout ils se sont posé la question, ok, cool, on a des gens qui ont des myélopathies, sauf qu'il y en a, il y a résolution spontanée, d'autres, faut peut-être opérer. Comment est-ce qu'on arrive à choisir qui est-ce qu'on va opérer, qui est-ce qu'on va pouvoir laisser progresser tranquillement. Et au final, bah, ça fait que de plus en plus de chercheurs se sont posé la question, ont réfléchi dessus. Donc les recommandations ont été faites en premier par ces pays. Et au final, même dans la population vieillissante, c'est une population qui a tendance à faire des sténoses médulaires, que ce soit Mhm. cervicales ou lombaires. Et donc moi, j'ai décidé de m'intéresser à la sténose cervicale parce que, un, on n'en parle pas forcément beaucoup. Deux, bah, j'ai déjà parlé du canal lombaire étroit en conférence. Donc comme ça Mhm. change. Et trois, bah, en fait, c'est là où il y avait le plus de données sur l'ischémie transitoire des nerfs. Donc Oui, c'est comme ça aussi qu'on en est arrivé à la population asiatique et les problèmes médulaires de nerfs. oui, donc c'est un peu une histoire d'ethnie, quoi. C'est-à-dire comme s'il y a des ethnies qui, par la conformation de leur rachis, sont plus exposées à des compressions. Ils ont moins de place par nature, quoi. Peut-être, ouais. Peut-être, Ça peut-être. ou comme, enfin pour par exemple la maladie d'Hirayama, c'est une Mhm. ossification ligamentaire qui se fait, donc peut-être ça. Je sais pas, mais clairement, oui, on va pas se voiler la face et faire comme si on était juste des numéros de sécurité sociale. On n'est pas Mhm. tous pareils. Hein. Mhm. Tu prends un grand Viking, tu prends un Guadeloupéen. Au sprint, je mise plus sur le Guadeloupéen. Ah oui, c'est ça. Et c'est logique, Mhm. parce qu'on observe qu'il y a des différences qui font qu'on n'arrive pas à développer les mêmes capacités de corps, on n'a pas les mêmes variations anatomiques. Mhm. C'est plutôt cohérent. J'ai même vu que pour les canals lombaires étroits, par exemple, une partie de population méditerranéenne, je crois que dedans il y a les Turcs et les Portugais, ont plus tendance à avoir des épaississements de l'âme et également plus Mhm. de sténose médulaire.
Donc en fait, Mhm. on n'est pas tous pareils. Et pareil, c'est ce qui fait que pour les troubles vasculaires, entre une population négroïde afro-américaine et une population caucasienne, les troubles vasculaires au même âge sont Mhm. totalement différents. Bref, il faut prendre ça en compte pour, Oui, pareil, pour étoffer notre manière de réfléchir et pouvoir faire les tests adéquats. c'est intéressant. Et un autre truc, parce que tu parles de myélopathie qui Mhm. ressort dans ta vidéo, et c'est ce phénomène en cascade, c'est-à-dire qu'on peut déjà avoir une compression au niveau cervical, Mhm. et qui en cascade déjà va rendre plus facilement symptomatique un début de compression au niveau lombaire, une sténose lombaire. Oui. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que du coup, on a une incidence assez importante de myélopathie cervicale chez des gens qui vont présenter des symptômes de sténose lombaire, si je ne me trompe. Si je me trompe pas, c'était C'était la Farah, méta-analyse de Farabach. Farah Bakish. Donc ils ont pris des patients opérables d'un canal lombaire étroit. Je me rappelle plus si c'était une méta-analyse. C'était une méta-analyse. En gros, Méta-analyse, oui. les données sur les patients qui allaient se faire opérer ou qui ont été opérés, bref, et ils ont fait une évaluation plutôt systématique. Ils se sont rendus compte que au moins un tiers Mm. des patients avaient une myélopathie objectivable sur un appareil en position neutre, Une myélopathie cervicale. cervicale. Oui. Donc il y avait, oui, sûrement des gens qui avaient plus de chances d'avoir plusieurs compressions à plusieurs endroits, mais c'est ce qui Mm. fait aussi que si tu te fais opérer d'un canal lombaire étroit et que ça va pas mieux, est-ce que c'était pas un canal cervical étroit? Mm. Et ça, je Oui. trouve que il y a l'audio également d'un ostéopathe qu'on a traité avec Laurent William. Je trouve que c'est un bon exemple parce qu'il avait au final une plainte de membre inférieur, mais au final, lui-même il s'est rendu compte que la position de sa nuque jouait totalement sur sa symptomatologie dans la jambe, également son bilan neuro dans la jambe. Et si tu prends son historique, rugby, commotion, entorse cervicale. Mm. Il y a du sens en tout cas entre ce qu'on observe dans la vraie vie et la littérature. Oui, et ça c'est assez dingue parce que pour l'instant, on a tendance à, si on veut penser simple, tu dis, bah, problème membrinf, je vais faire attention à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un canal lombaire étroit, un truc comme ça? Et si on trouve quelque chose qui donne qui confirme cette hypothèse-là, on s'arrête là. Alors qu'en fait, toi, cliniquement, tu t'arrêtes pas là. Tu dis, attends, il y a peut-être en plus quand même une myélopathie cervicale. Alors, je te dirais juste que je fais un bilan neuro pour être sûr d'être sûr, de pas passer à côté Hmm. de quelque chose. Ok. Mais si le bilan neuro dans les jambes de mon patient il change juste selon comment je positionne la tête, Ouais, ça t'allume j'ai pas d'autres éléments de des voyants. réflexion qui me permettent de me dire que c'est autre chose. C'est Hmm. peut-être une tendinite, mais j'y crois pas trop. Par élimination. Ce serait bien si à l'avenir, plutôt que de dire, tu sais, le dernier diagnostic qu'on donnait quand on trouvait rien, c'est dans votre tête. Si on arrivait un jour à dire le dernier diagnostic, c'est une tendinite, donc si finalement ça devient relativement rare parce qu'on n'a rien trouvé d'autre, pourquoi pas? Ce qui est moins catastrophisant d'ailleurs que de dire que c'est Ouais, dans la voilà. tête. Euh, Il y avait, attends, parce on avait abordé l'histoire du cluster de Cook. J'ai noté ça. Ouais, en Alors, myélopathie. Dans la myélopathie, oui, ouais. euh, oui, c'est pour pas confondre avec les myélopathies. Je voulais parler tu sais, de la définition. Je l'ai de la définition de la neuropathie. Je l'ai devant les yeux. On va pas. Est-ce qu'on termine avec la myélopathie? Euh, Ah oui, c'est ça. Maintenant, je me souviens. Ouais. Ouais, on revient. Je me dis pour moi-même, hein. Là, c'est bon, on revient, on ferme la parenthèse. Mhm. Justement, en parlant de myélopathie, moi, ce qui m'a surpris en regardant ta vidéo et en allant voir la littérature que tu cites, c'est qu'en fait, on n'a pas un outil diagnostique qui nous permet de dire, tiens, ça c'est une myopathie et ça n'en est pas. Mhm. Donc moi, au début, je me suis dit, tiens, c'est problématique. Est-ce que tu peux nous dire ton point de vue par rapport à ça? Pour moi, c'est pas du tout problématique, dans le sens où une myélopathie, c'est une atteinte de la moelle. Comment est-ce que je peux me dire que c'est une atteinte de la moelle? En probabilité. Mhm. Quand je dis en probabilité, c'est si j'ai une atteinte de plus de trois racines nerveuses, est-ce qu'il y a plus de chances que ce soit une tendinite? Est-ce qu'il y a plus de chances que ce soit trois sténoses foraminales en même temps? Alors c'est possible, pour le coup, pour Mhm. l'arthrose avancée, mais Ouais, j'ai envie de sévère. dire que pour le coup, le traitement, ce sera exactement le même. Donc à la limite, je peux dire un bilan neuro de plus de trois racines qui se dégrade selon la position du corps.
On peut le classer dans myélopathie, je pense facilement. Et c'est pas un problème parce que cliniquement, toutes les myélopathies sont différentes. On peut avoir, allez, prenons pour une même myélopathie, on va dire C4, C5. Je dis bien un étage, comme ça les gens arrivent à se le représenter. Je peux avoir des symptômes que dans les jambes. On dit, ouais, mais C4, C5, c'est les bras. Non, j'ai pas dit les nerfs qui sortent des foramens. Je parle de la moelle. Donc, je peux mettre une tumeur en plein milieu de la moelle, une syringomyélie. Je peux avoir des symptômes que dans les jambes. Tu peux avoir des signes centraux ou pas. Même les avoir, c'est plutôt, je vais pas dire c'est rare. C'est peut-être moins fréquent que ce que l'on pense. Des troubles de l'équilibre ou pas, des troubles dans le membre sup et dans le membre inf ou pas, dans les deux membres inf ou dans un seul. Mais ça va surtout dépendre de la localisation de l'atteinte médulaire. Donc, dans le fait que pour le définir, ils ont eu du mal à pouvoir catégoriser ce qu'est une myélopathie, ça me choque pas et je trouve ça même normal parce qu'en fait, c'est juste la traduction clinique de plusieurs racines ou d'une moelle pas contente. Point. En fait, ce qui fait le diagnostic, en vrai, c'est uniquement le radiologue. Nous, on a une suspicion diagnostique, ça m'oriente vers, mais c'est peut-être autre chose. Oui, et c'est ça peut être autre chose. Ça me fait penser, tu dis c'est radiologue. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'IRM statique et dynamique? Parce que justement, pendant longtemps, on ne s'est même pas posé la question. Même si quand on regarde dans la littérature que tu cites, finalement, il y a certains radiologues qui s'étaient déjà posé la question il y a longtemps, mais c'est comme si personne n'avait rien à faire, parce que ça ne se traduit pas sur le terrain. Et d'ailleurs, je me souviens que Jerry Draperodi avait parlé de ça. Ça a été relativement évalué, comment la recherche prend du temps à se traduire concrètement sur le terrain, et c'est de l'ordre de la dizaine d'années. Ouais. Donc, c'est pas étonnant. Mais donc, par rapport à l'IRM, parce que de base, on se dit, tiens, on va faire une IRM, et après, on va en arriver à l'examen clinique que tu fais aussi. IRM, qu'est-ce qu'on veut savoir? L'état de la colonne, et est-ce que ce qui se trouve dedans est embêté ou pas? Donc, on s'en fout, on met le patient allongé parce que ça nous arrange par rapport à l'appareil. C'est quand même moche, mais c'est comme ça. Et puis, il n'y a rien. Alors qu'en fait, il y a des radiologues qui ont dit, tiens, il faudrait peut-être faire IRM statique et dynamique. Si tu peux nous parler un peu de toute cette histoire. Alors, je sais pas par quel bout attaquer. Alors, pour dire, par exemple, si je peux te lancer, moi, ce qui m'a frappé, c'est la fiabilité intra- et interexaminateur de l'IRM dynamique. C'est une fiabilité. Pour mettre intérêt à sa fiabilité, de la palpation et tout ça, un kappa, donc au-dessus de 0,6, déjà, on est content et on dit super, et on continue. Et là, on a des kappas au-dessus de 0,8. Alors que l'IRM neutre, il est à 0,5. Donc, autant dire que je lance une pièce en l'air, et voilà. Ouais, et c'est pas dingo. Et là, en fait, c'est l'IRM dynamique. Et l'IRM dynamique, quand on évalue la fiabilité intra- et interexaminateur, donc les radiologues, on a des kappas supérieurs à 0,8. Ce qui, en fait, c'est fiabilité substantielle. C'est très, très bien. Donc, moi, c'est ça qui m'a attiré mon attention là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire où on en est, qu'est-ce qu'on sait de ces choses-là, qu'est-ce qu'on pourrait espérer aujourd'hui Alors, qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Malheureusement, pas grand-chose. Parce que... Alors, le truc, c'est que il y a IRM dynamique, il y a IRM ouvert. Là, on parle juste d'IRM dynamique. Donc, en fait, normalement, un IRM simple, juste une procédure qui remettrait le patient dans sa position de reproduction de symptômes. Donc là, sur ça, j'ai envie de te dire, normalement, il n'y a pas de frein à ça. Déjà, parce qu'on a vu que c'était pas dangereux. En fait, même mettre les patients avec des myélopathies pendant 20 minutes dans une position où leur moelle est étouffée, des données ont observé sur plusieurs patients en chirurgie que c'est cool, ça va, ça ne dégrade pas trop mon patient, ça le dégrade pas. Mais le truc, c'est que ça, je l'ai déjà vu avec certains patients, leur dire de se mettre dans certaines positions. Les personnes qui leur font faire ces examens disent non, c'est allongé, et tu te tais, et tu restes allongé. C'est un problème de est-ce que la connaissance est partagée? Je sais pas comment on forme en manip radio, je sais pas comment on forme en radiologie. Je vais pas me faire genre je suis un radiologue, je suis pas radiologue. Mais par contre, je suis sûr que tous les radiologues n'ont pas connaissance de ça. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si on parle par exemple pour la région lombaire et qu'on aurait besoin d'un IRM en charge, donc un IRM ouvert, le problème, c'est que c'est 3 fois plus cher en moyenne, que c'est ouvert, donc c'est moins précis, donc moins d'un Tesla, alors que là, on a des IRM facilement entre 1,5 et 3 Tesla. Déjà, ça veut dire que l'utilisation de ton IRM, elle va pas être optimale
parce qu'un IRM, ça sert pas que pour du musculo-squelettique. Il faut pas qu'on oublie que nous-mêmes, on est sur un, Un petit créneau. un Ouais. petit créneau, ouais. Ouais. Donc compliqué, et n'espérez pas que des IRM dynamiques pop dans tous les sens, des IRM en charge, parce que il faut que la personne qui le prescrive ait connaissance de ça. Donc en fait, ce serait Hmm. demander à ce que Et les ah merde, ça a prescripteurs coupé. aient toutes les Vas-y, connaissances, vas-y, toutes les dis-moi. connaissances, aient envie et aient l'argent. Alors que nous-mêmes en physio et en ostéo, on n'est toujours pas capable de comprendre un bilan neuro ni de le faire en charge. Et c'est pas être insultant que de dire ça, c'est Oui. objectivement, ce serait illusoire que penser même que dans 20 ans, on aurait Hmm. assez d'images possibles pour ces patients. Si tu vas à Tahiti, à Moorea par exemple, l'île en face Hmm. de Tahiti, il y a qu'un centre de radiologie et le radiologue, il est pas souvent là. Oui, Si tu c'est me ça. demandes pourquoi, je sais. En Guadeloupe, il y a encore un hôpital qui est pas assez bien pour qu'il y ait un service de radiologie. Donc là, les Hmm. gens, faut pas trop qu'ils tombent malades pendant 5-10 ans, le temps qu'ils essaient d'en construire un autre parce qu'ils veulent pas réparer. Ouais. Voilà, il y a aussi des freins économiques, des freins sociaux qui font Mhm. que. Mais là, je dirais que le premier frein, c'est aussi la connaissance. Est-ce qu'elle a été partagée? Hmm. Voilà. Et parce que, pour revenir à ces études, les études pour évaluer la fiabilité de l'IRM, enfin du diagnostic en IRM dynamique, elle a été faite sur des myélopathies cervicales. Tu te souviens des canaux lombaires étroits, je ne sais plus moi. Sur des myélopathies cervicales. J'ai pris Myélopathies exprès cervicales. le max de données sur les Voilà. myélopathies cervicales parce qu'aussi je me suis dit que bah, les gens pensent que c'est rare, c'est bon, allez. Non, en fait, il y a énormément de données parce que c'est pas si rare que ça. Et comme ça cible bien le. Vous voyez que même pour un truc dont vous ne vous inquiétez pas, il y a Hmm. énormément de données. Donc, limite, j'incite les gens à faire comme tu as fait, hein, bien regarder dans la littérature, déjà vérifier si je dis vraiment juste, Hmm. mais aussi à se rendre compte que bah, si tu veux des réponses à des questions, tu peux en avoir. Hmm. Et donc là, c'était bien sur des myélopathies cervicales exprès. Alors que c'est soi-disant rare, ça fait quand même Hmm. beaucoup d'études sur des gens malades atteints de ça. Hein. Et c'est vrai que donc le principe pour ceux qui écoutent sur les IRM dynamiques sur les myélopathies cervicales, c'est que ils vont demander aux patients de faire flexion maximale au niveau cervical et on fait le cliché et on voit comment est la moelle dans le canal cervical et extension maximale. C'est bien Ouais. ça. Et en autre également pour comparer. Et en neutre également, effectivement. Et surtout, Cela dit, en fait, oui. ils ont comparé à chaque fois ce qu'on trouvait objectivement et ils ont du coup étudié les réponses des radiologues par Mm, rapport à ce qu'ils voyaient. Ils mm, se rendaient compte que, ah bah oui, en fait, quand le patient est dans certaines positions, il n'y a pas de doute. C'est ça. C'est qu'on a un peu l'équivalent de ce que toi tu décris cliniquement, ce que vous décrivez avec Laurent, les on-off sur de la fonction quand tu testes sur des membres. Mais là, Mais c'est là, on aussi le une voit radiologie. avec les yeux, c'est encore plus parlant, quoi. C'est comme en mode Saint Thomas. Je vois que c'est que là, tu vois vraiment, c'est flagrant, quoi, la différence Mmh. de compression ou pas ou liberté, quoi, en extension ou en flexion. Mais parce que je me dis, les radiologues, quand ils ont décidé de faire ça, c'est que eux aussi devaient se dire quand même, la position du patient, elle est importante. Ouais, mais je te rappelle que eux, là, c'était des Coréens. Je te rappelle que les Coréens, ils voient des Mm, myélopathies mm, dynamiques, la maladie d'Hirayama. Donc ouais, pour eux, ça fait sens et ça correspond à leur pratique. Mais si toute leur vie, t'aurait dit un IRM c'est allongé et ferme-la, sinon c'est la fibromyalgie, mm, forcément, ils n'auraient pas forcément mm. réfléchi, en tout cas, en ce sens. Et c'est vrai que c'est aussi, il faut être conscient pour nous les cliniciens, c'est un peu le double tranchant des examens, même si nous n'en prescrit pas. Mais c'est que le problème avec ces examens, de quoi que ce soit un IRM ou quoi que ce soit, c'est si tu les passes et qu'ils ne sont pas faits de manière utile, comme là on imagine quelqu'un, par exemple, il aurait une compression qui serait vraiment importante et symptomatique qu'en extension cervicale, on le met sur un lit, on le passe dans un IRM, et le problème c'est qu'il dit, ben, j'ai fait une IRM, on ne m'a rien trouvé, donc je n'ai rien. Et c'est que ça fait un faux négatif. Et ça, je trouve, c'est le double tranchant. C'est que on renvoie parfois des gens en disant que vous n'avez rien. Du coup, ça les met encore plus en errance thérapeutique. C'est-à-dire ça va te renforcer en temps parce qu'on va même plus chercher par là. Parce que par là, on va cocher la case. Non, c'est Ouais, bon, ça a il a été fait une cherché. IRM, on l'a cherché. Et moi, je trouve ça horrible. Parce que du coup, l'errance thérapeutique, la probabilité est encore plus grande parce que tu n'iras plus voir dans ce chemin-là, alors que c'est ce chemin-là qu'il fallait prendre. Ben, on voit encore plus ce type de phénomène pour les troubles vasculaires, en fait. Si les troubles Mhm. vasculaires sont pas faits dans certaines positions, ou si il n'y a pas le produit de contraste, oui, parfois c'est oublié, ou si c'est pas reproduit à l'effort,
bah tu verras pas. Parfois, c'est certains troubles cardiaques, il faut faire à l'effort pour se rendre compte que là, ça commence à déconner. Il y a une fibrillation ventriculaire, à Mm. l'effort. Mais ça, encore faut-il qu'en fait la personne qui fasse l'examen ait connaissance de ça et ait envie de chercher ça. Mais ça, en vrai, de vrai, faut pas s'attendre à du changement avant 20 ans. Et encore, Mm. est-ce qu'il y aura du changement? Je sais pas. On verra bien. En tout cas, vous y contribuez beaucoup parce que avec votre visibilité et puis le fait que les personnes viennent vous faire, après retournent dans leur cabinet à droite, à gauche, et du coup ont des interactions avec d'autres professionnels de santé et tout ça, peut-être que le message va finir par perfuser un peu comme comme sur un vaisseau pas comprimé, quoi, on va dire. Euh, Brian, il y avait une question aussi qu'on avait évoquée. Oui, alors, pour terminer avec cette histoire de myélopathie cervicale, Hmm. mais cela dit, je trouve que vraiment l'IRM statique, enfin l'IRM dynamique, je trouve ça vraiment. Enfin, pour moi, ça a été une révélation de savoir que ça existe, de voir que c'est aussi clair, finalement c'est très simple. Mais bon, on parle de la myélopathie cervicale. Le cluster de Cook, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Une Je aide, sais- Oui. voilà, mais une aide. Encore faut-il comprendre cette aide. Donc le cluster de Cook, c'est pour ceux qui Oui, est-ce que tu peux connaissent rappeler? pas, Oui. ouais, un ensemble de tests cliniques, surtout en lien avec les signes centraux, qui permettent de nous orienter vers, alors, d'après le cluster, une myélopathie cervicale dégénérative. Moi, je dirais, et c'est ce que je dis en formation, un système nerveux central pas content. Parce Hmm. que je sais pas si c'est lié à une atteinte plus haute ou pas. Sachant que, comme on l'a dit, c'est pas pour toute myélopathie. Et en fait, j'ai envie de dire que les signes de myélopathie sont également très dépendants de l'avancée de la myélopathie. Donc, si tu identifies les problèmes lorsque c'est trop tard, ok, c'est cool, mais c'est trop tard. Donc, si le cluster de Cook, les gens veulent s'en servir comme élément diagnostic, là, je dirais bof. Parce Mhm. qu'il y a d'autres éléments en dehors des myélopathies qui peuvent faire qu'il est positif. Donc, déjà, juste pour recontextualiser sur c'est quoi un faux positif aussi, c'est aussi se tromper de diagnostic. Mais vu qu'on fait pas de diagnostic normalement, Mhm. c'est juste renvoyer. Sauf pour les myélopathies où en fait tu vas pas forcément tout le temps renvoyer, mais ça va être le bilan neuro au final qui va être le plus déterminant et marquant pour identifier une myélopathie. Donc je dirais que c'est à coupler avec le bilan pour mieux comprendre ce qui se passe dans le corps du patient. Et c'est intéressant que tu soulignes ça parce que c'est toujours la question entre l'outil et l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que le cluster de Cook, bah, c'est un outil. Et après, ou bien tu en fais un usage pas bon ou abusif. Donc tu dis, cluster de Cook, si tu te dis, ben tiens, ça me dit s'il y a une myélopathie cervicale, eh ben non, c'est pas un outil qui dit ça. Ça dit quoi ce que tu dis? C'est qu'une moelle est pas contente. Et après, ben, on va chercher qu'est-ce qui se passe, Moelle ou un pourquoi elle est système pas nerveux contente. central pas content. Alors, sachant que Ouais. les ratios de vraisemblance t'indiquent que oui, ça identifie bien une myélopathie. Mm. Ouais, mais quand tu reprends les données qui ont suivi, ils disent que bah, dans les tests utilisés, même utilisés dans ce cluster, bah, il y en a un qui est pas dans le cluster, le signe de Tromner, qui est beaucoup plus significatif de si une myélopathie ou pas. Et après, je laisse les gens justement regarder et explorer comment a été fait l'étude pour se rendre compte comment est-ce qu'ils ont qualifié un faux positif, par exemple. Parce que si tu prends que des gens avec des myélopathies cervicales pour faire ça, oublie pas que tu as d'autres gens qui ont d'autres pathologies, Oui, mais s'ils ont les signes positifs mais qu'ils ont les d'autres pathologies, bah ton signe est mauvais d'un point de vue diagnostic. oui, effectivement. C'est toujours l'inconvénient des faux positifs, effectivement, parce qu'on va leur mettre une étiquette et ils n'ont pas ça. Ouais, c'est ça.